Le retrait des troupes françaises a commencé ce mardi 10 octobre 2023 à Niamey. Les soldats français ont quitté leur base au Niger dans un premier convoi terrestre sous escorte locale en direction du Tchad. Une nouvelle page de l'histoire de la présence française en Afrique est à nouveau tournée. Les opérations pour le retrait des soldats français au Niger ont commencé il y a 2 jours. Les troupes basées à Oualam, ouest du Niger, ont quitté hier leur base. Outre ce départ par voie terrestre, 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey 2. Environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés au Niger, dans la capitale et sur 2 bases avancées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste aux côtés des Nigériens. Le retrait avait été exigé par les généraux nigériens après leur arrivée au pouvoir en fin juillet dernier et le président français Emmanuel Macron avait donc annoncé leur départ pour fin septembre. Les préparatifs de retrait des troupes françaises du Niger ont commencé par plusieurs convois ce week-end entre les bases avancées du nord-ouest où sont déployés 400 militaires. Notons que les militaires français ne sont pas les seuls à être expulsés du territoire nigérien. Son Excellence Louise Aubin, secrétaire générale des Nations Unies, a également été sommée ce 10 octobre par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de quitter Niamey dans les 72 heures. The Cameroon national team played a friendly match against the Russians A squad today at the Dynamo Lev Yashin Stadium in Moscow in Russia. As a reminder, the match started at 5 p.m. local time and 4 p.m. Greenwich Mean Time. Excluded from the FIFA competitions for more than a year following the launch of military operations against Ukraine in February 2022, Cameroon becomes the first non-Asian team to set foot in Russia, whom by then only played against Asian teams. Oui, la Fédération internationale de football association, la FIFA, a effectivement suspendu la Fédération nationale de football de Russie de toute participation aux compétitions qu'elle organise pour l'instant. C'est les compétitions officielles. Il faut bien préciser qu'il s'agit de compétitions officielles organisées par la FIFA et toutes les organisations régionales, continentales qui sont affiliées à la FIFA. Many observers are wondering why Cameroon, an African nation, agreed to play in Russia, given the geopolitical tensions. According to CamFoot information, Russia invited Cameroon through diplomatic channels, and President Paul Biya quickly showed himself favorable to this perspective, since Cameroon and Russia maintain close cooperative relations for several decades. The Cameroon-Russian match initially would have been played in June, but Samuel Eto'o, president of FECAFOOT, had already committed to a match against Mexico in San Diego on June 10, 2023. On peut avoir 3 typologies d'explications de l'organisation des matchs amicaux par la Fédération nationale russe de football avec les pays africains et asiatiques. La première est que les pays africains et asiatiques sont des pays qui, en général, sont non alignés dans le conflit ou neutres dans le conflit avec l'Ukraine. À partir de ce moment-là, la Russie a facilement l'opportunité d'organiser des matchs amicaux avec les 10 pays. La deuxième chose, c'est que la majorité des joueurs, c'est la compétitivité. La majorité des joueurs russes jouent dans des championnats européens. Les championnats de football européens sont donc compétitifs. Il faut donc, malgré la suspension de la FIFA, à travers ces matchs amicaux, garder une certaine compétitivité de l'équipe nationale de football russe. Donc, ça ne peut se faire qu'à partir de ces matchs amicaux privés organisés avec les fédérations asiatiques et les fédérations africaines qui le veulent bien. La preuve, c'est le match qui vient d'avoir lieu entre le Cameroun et la Russie, qui démontre très bien que ce n'est que les suspensions ne tiennent que pour les compétitions officielles. Et la Russie est donc dans une logique de continuer à garder la compétitivité de son équipe.
Troisième ordre d'explication, c'est que c'est au niveau politique. Bien entendu, c'est une question de géopolitique. La Russie veut bien démontrer à la communauté sportive internationale et particulièrement à la FIFA que malgré sa suspension, elle continue à avoir des relations sportives, footballistiques avec les pays qui veulent bien avoir ces relations-là avec elle. Ça démontre effectivement que le sport transcende largement le spectre, le cadre ferme de la communauté sportive internationale. Donc, ça ne peut se faire qu'à partir de ces matchs amicaux privés organisés avec les fédérations asiatiques et les fédérations africaines qui le veulent bien. La preuve, c'est le match qui vient d'avoir lieu entre le Cameroun et la Russie, qui démontre très bien que ce n'est que les suspensions ne tiennent que pour les compétitions officielles. Et la Russie est donc dans une logique de continuer à garder la compétitivité de son équipe. Troisième ordre d'explication, c'est que c'est au niveau politique. Bien entendu, c'est une question de géopolitique. La Russie veut bien démontrer à la communauté sportive internationale et particulièrement à la FIFA que malgré sa suspension, elle continue à avoir des relations sportives, footballistiques avec les pays qui veulent bien avoir ces relations-là avec elle. Ça démontre effectivement que le sport transcende largement le spectre, le cadre ferme de la communauté sportive internationale pour interagir avec la communauté internationale au sens large. Très intéressant qui permet au Cameroun de progresser, même si le match amical ne va pas compter pour l'indice FIFA. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de jauger l'équipe, c'est de permettre au coach de faire un certain nombre de calculs techniques et tactiques, de répétitions techniques et tactiques pour voir effectivement où en est son équipe. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, il y a un prize money qui est intéressant, puisque c'est la fédération russe qui a demandé le match amical, ce match amical privé. Elle s'occupe donc des déplacements de l'équipe et de toute la logistique. Et il y a un prize money qui est intéressant pour la fédération, pour le développement du football et pour la fédération nationale camerounaise. Donc, il ne faut pas oublier que la fédération développe le football et cherche les financements pour faire en sorte que le football national se développe. Donc, le prize money pour conclure ce contrat de ce match amical était sûrement intéressant pour la fédération camerounaise de football. Donc, voilà les deux raisons essentielles qui ont poussé la fédération camerounaise de football à accepter ce match amical. Maintenant, au niveau politique, on peut essayer de discuter sur l'attitude du Cameroun, mais vous savez très bien qu'au niveau politique, le Cameroun est dans une position de neutralité et de non-ingérence dans les affaires internes des États. Donc la preuve, c'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bel et bien été présent au sommet personnellement avec son épouse au sommet Afrique-Russie qui s'est tenu dernièrement. Il a participé à ce sommet, confortant donc la position de neutralité du Cameroun dans la question de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Donc ce n'est pas surprenant que le Cameroun accepte, l'équipe nationale du Cameroun accepte un match amical avec la Russie, comme elle acceptera nécessairement un match amical avec l'Ukraine au cas où la proposition ukrainienne arrive sur la table. As a reminder, the Cameroon national team is one of the strongest on the African continent, having participated 18 times in the final phase of the African Cup of Nations, won 5 African championships, participated 7 times in the final phase of the World Cup, and their hour of glory came in 1990 in Italy, where they reached the quarterfinals. Le ministre en fonction de l'administration territoriale Paula Tangandji a adressé une mise en garde aux conducteurs des mototaxis le 26 septembre 2023. Au cours d'une réunion tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé avec les membres des syndicats des conducteurs de mototaxis, le gouverneur de la région du centre, le préfet du département du Fundi et les 7 sous-préfets de la ville de Yaoundé, le ministre a tenu à spécifier les actes régulant l'activité de mototaxi au Cameroun et dans la ville de Yaoundé en particulier. Une rencontre portée sur la nécessité du maintien et la préservation de l'ordre public. Les mototaxis sont en partie responsables des poches d'insécurité qui se multiplient dans le pays. Selon un bilan enregistré par les autorités à travers le pays,
Les chiffres sont alarmants. Entre le mois d'août et le mois de septembre 2023, plus de 700 agressions, 20 cas de viol, environ 110 cas de détournement d'itinéraire et également un taux important d'accidents estimé à 930 cas. Les conducteurs de mototaxi ou encore bensikineurs sont chargés de transporter les personnes et les biens dans les villes et les villages du pays. D'après les réformes adoptées, les conducteurs de mototaxi devraient désormais posséder une carte nationale d'identité, des pièces d'identité de la moto, un permis de conduire et devront également arborer un choisible numéroté. Ont rappelé les services du ministère de l'administration territoriale. La problématique des mototaxis et la régulation de ce secteur d'activité non loin d'être nouvelle depuis l'intrusion de ces engins à deux roues dans le secteur des transports urbains au Cameroun en faveur au marasme économique dans les années 1990. Le ministre de l'administration territoriale a donc donné aux acteurs de ce secteur d'activité un délai allant jusqu'au 30 octobre pour toute conformation liée au secteur d'activité. After having defeated Cyril Gane in a 5-round battle during his very last UFC championship, Francis Ngannou will step into the boxing ring for the first time this October 28 at Riyadh in Saudi Arabia against heavyweight champion Tyson Fury. The Predator, as he is commonly referred to, landed in Saudi Arabia this Tuesday, October 10, early enough for the last preparations for one of the most awaited fights of the century. It's such an amazing opportunity to be participating in the global event, international event such as Riyadh Season 2023. So I can express my gratitude for the opportunity that have been given to us by His Excellency Mr. Turki Al-Shir. So I'm very excited to be part of it, and you know, it's just an honor. No, my promise for this fight is simple. We are going for war. We are going to give them the best opportunity, the best experience as long as fight. You know, we are taking everything in the ring and going out the ring with nothing. The English boxer Tyson Fury is a lineal and WBC heavyweight champion of the world. He records 34 fights with 33 wins, 1 draw and 0 losses. The Cameroonian champion, on the other hand, feels very comfortable and ready for his first boxing try. Ngannou won 17 of his 20 UFC fights, including 12 by knockout. He prepared for the Riyadh season with the great Mike Tyson in his corner. I believe, I have no doubt, if I connect properly, not like brush him, but connect properly, he's going down. That's not a question. Now, how to get in there, how to break down his defense, and I think that's the most important thing. That's what matters to me, where my focus is at. This fight comes just a few weeks after Cedric Doumbé, another Cameroonian UFC fighter, set a record by knocking out Joseph Zebo after 9 seconds. It seems that Cameroonians are performing very well in combat sports this season. We can only hope that Ngannou keeps the pace. Now I must see À présent, who the countries. Must I stand up? est-ce que je dois me Okay, the tenir vice debout? president stand up as well. Les vice-présidents également vont se tenir debout. So the country that EXCO has voted for Le pays qui a été choisi par le comité exécutif pour AFCON être le pays hôte 2027 de la is CAN 2027 est le président vient de montrer l'image. Le Kenya a été sélectionné pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations en septembre 2024. Après plusieurs mois d'attente, la Fédération africaine de football a désigné le pays hôte pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. La nouvelle est rendue publique par une note officielle. Comme par le passé, la CAF va se servir du CHAN pour évaluer les installations sportives et infrastructures hôtelières du pays choisi. Un test pour le Kenya, 3 ans après l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.
Le CHAN, une compétition internationale de football en Afrique, organisée par la Fédération africaine de football tous les 2 ans en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les principaux participants à cette compétition sont les joueurs évoluant dans l'un des clubs de leur pays d'origine. Organisé pour la première fois en 2019 en Côte d'Ivoire, le CHAN est devenu un événement très prisé par les fans de football du continent africain. Mais ce n'est qu'en 2014 que la dite compétition est connue de manière officielle par la FIFA. Cette 8e édition se jouera au Kenya. Les éliminatoires ont débuté les 22-24 septembre et 6 octobre 2023 pour ce qui est du premier tour. Le deuxième tour se jouera en décembre, les 15-17 pour l'aller et les 22-24 pour le retour. Le troisième tour, quant à lui, se jouera les 8 et 10 mars 2024 pour les matchs allés et les matchs retour les 15 et 17 mars de la même année. L'identité des 46 nations qui vont disputer les éliminatoires du CHAN dans les 6 zones de développement de l'instance de football en Afrique sont notamment connues. Le Kenya, déjà choisi le 27 septembre 2023 pour abriter la CAN 2027 conjointement avec l'Ouganda et la Tanzanie, abritera également le CHAN 2024. Après la sélection sénégalaise de football des joueurs locaux, quel sera le pays vainqueur en 2024? Bonsoir chers téléspectateurs de Wafrica TV. Dans l'invité de la rédaction aujourd'hui, nous recevons Dr Etienne Seignou pour parler de l'éboulement de terrain survenu en Bankolo dans la nuit du 8 octobre 2023. Bonsoir docteur et bienvenue à Wafrica TV. Merci. On parlera de cet éboulement de terrain qui a survenu dans la nuit du 8 octobre en Bankolo. On retient que cet éboulement de terrain a survenu dans une zone à risque, comme les spécialistes l'ont indiqué, et le gouvernement également. En tant que sociologue, c'était quoi la cause selon vous? Est-ce qu'on va parler ici des populations? Bon, en termes de cause, il faut distinguer la cause et les responsabilités. La cause, c'est simplement la terre qui s'est déplacée, c'est la géographie en fait. C'est-à-dire le déplacement de la salle éboulement. Quand la terre bouge, se déplace et se déverse sur les gens. Maintenant, ça se serait passé à un endroit où il n'y avait pas les habitants, que ça aurait été un fait banal, on n'aurait pas été au courant. Mais le fait, c'est que quand les gens meurent, hein, c'est ça qui pose problème. Maintenant, c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à poser la question des responsabilités. Ces gens qui sont morts, à qui la faute? Bon, si c'était dans une zone à risque, et que ces populations étaient informées par l'État de ne pas aller y habiter, alors ces populations sont en partie responsables. Pourquoi je dis en partie? Parce que si elles avaient été averties, mais elles sont toujours allées s'installer, c'est maintenant à l'État de revenir, à nouveau maintenant leur dire, quand vous avez dit de ne pas être là-bas, vous êtes venus, alors il faut quitter. Utiliser tous les moyens de l'État pour les faire déguerpir cet endroit-là. Donc, selon vous, ce malheureux incident résulte de la tétutesse des populations? Bien, voilà. En premier. Okay. Et maintenant, l'État, parce que ces populations sont là depuis, on les voyait, on pouvait venir les déguerpir. Puisque l'État a donné 24 heures à ces gens de quitter cet endroit. L'État pouvait faire ça avant, que ce malheur ne serait pas arrivé. Donc, en grande partie, c'est la tétutesse des populations, en fait, pour ce cas-là précis. Bon, au-delà des dégâts matériels et des morts, qu'est-ce qu'on peut encore énoncer comme conséquences sur le plan sociologique? Bon, les conséquences sociologiques, c'est l'habitat. Les populations vont errer sans où aller, sans avoir de lieu d'habitation fixe pour un temps. Parce que si ces populations occupaient un lieu qui ne leur a pas été attribué, un lieu interdit, alors ça veut dire que si on les déguerpit, l'État ne doit pas vous dédommager. Si on vous demande de quitter un endroit où vous ne devez pas y être, c'est à vous de trouver maintenant là où vous devez aller. Le dédommagement intervient lorsque vous êtes dans un endroit légalement obtenu, un endroit qui n'est pas interdit d'habitation, et vous avez votre titre foncier, vous avez tout. Maintenant, si l'État vous demande de déguerpir, l'État doit vous trouver un autre endroit pour vous confier ou dédommager.
Okay. Donc, les conséquences, c'est un peu ça. Les populations vont errer par-ci en montant, descendre avec les bagages et tout, sans avoir où aller et tout. Et puis, le banditisme, elles peuvent être agressées. Les gens vont leur faire le chantage pour leur donner l'habitation, pour leur donner même le logement, même dans louer, on va leur faire chanter et tout. Avant Bankolo, on a vu le même incident se produire à Damas, quelque temps avant à Ngwatché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour éviter que ça se reproduise à l'avenir? Oui, et je voudrais ajouter aussi à Douala récemment, avec Ange Raphaël là-bas, il y a aussi cet événement-là. Bon, la solution est effectivement à deux niveaux. Au niveau sensible les populations sur les zones à risque, et il leur dit qu'il ne faut pas construire à ce genre d'endroit. Il y a des populations, il y a des gens qui respectent ça. Dès qu'on leur dit qu'il ne faut pas construire à tel endroit, elles ne vont pas là-bas construire. Mais il y a des gens têtus, malgré qu'on leur avertit, malgré l'avertissement, continuent à aller habiter l'endroit. Ça, c'est déjà un problème. Mais il y en a qui habitent sans savoir que c'est une zone interdite. Donc voilà pour avoir l'importance de la sensibilisation. Donc la solution, il faut donc que l'État sensibilise et l'État réprime. Il faut repérer toutes les zones à risque où les gens habitent. Demander à ces gens de quitter. Oui. Si ces gens essayez, bon, quand vous dites tout à l'heure, quand vous occupez une zone interdite, ça suppose que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et si on vous demande des gars, c'est vous qui devez trouver là où vous devez aller vous recaser. Laissez un temps raisonnable pour ces gens de quitter. Parce que quitter en 24 heures, déménager en 24 heures, même pour quelqu'un qui vit seulement dans une chambre, ce n'est pas possible. Et bon, on suppose que ça a été dit sur le coup de la colère. Mais donner un temps raisonnable pour que ces populations quittent. Il faut repérer toutes ces zones à risque là et demander à ces populations de quitter. Pour le cas de Mbankolo précisément, on va parler comme au quartier vu que le fait est déjà fait. Qu'est-ce que vous proposerez comme solution au-delà de la médecine par rapport aux populations qui ont été touchées? Il faut un suivi psychologique des populations traumatisées. Il faut déjà, pour les populations qui sont sorties vivantes, par chance, blessées, il faut aussi le suivi médical, apporter des soins. Pour les populations mortes, bon, le chef d'État l'a fait, adresser les condoléances, aussi le soutien moral, etc., etc. Donc surtout le suivi psychologique pour les populations traumatisées, parce que venir comme ça et trouver que toute votre famille est morte, ce n'est pas... Il y a des gens qui peuvent aussi mourir seulement après avoir écouté une telle information, qui peuvent tomber dans le coma, etc. Donc il faut un suivi psychologique pour ces gens-là, suivi médical pour les blessés, et puis aider moralement, soutien moral pour les familles éprouvées. Déjà, j'envoie ici mes condoléances à toutes ces familles-là, éprouvées. Et voilà, parce que le phénomène, ça devient déjà assez récurrent. Oui. C'est récurrent. En 2 mois, je crois qu'on a eu au moins 3 ou 4 cas comme ça à l'échelle du Cameroun. Ça devient que ça devient un problème. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est l'agrandissement de l'espace urbain. Ça montre que la ville entière s'agrandit. Et donc, les populations commencent à aller s'installer à des endroits qui n'étaient pas au-delà même des banlieues. On commence à aller. Donc, la ville entière s'étendre. La ville entière s'étendre, que ce soit Douala ou Yaoundé. Donc, on commence à aller même dans des endroits où ce n'était pas prévu qu'on devait aller. Donc, il faut dire aussi une politique urbaine de peut-être créer de nouvelles villes, de villes à proximité de Douala, une autre seconde ville de Douala, une seconde ville de Yaoundé, etc. Ou alors permettre que la ville s'étende effectivement, devienne des mégapoles, comme on en trouve dans les grands pays. Dans les villes qui se retrouvent à travers, voilà. Merci, Dr Signou, merci de nous avoir éclairé sur la question. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Nous revenons très prochainement pour un autre numéro.